Allez, leur tourner, on enchaîne Jean-Thomas Lussure. Merci Nicolas Prissette. Je vais vous emmener, François Bayrou, sur des sujets plus politiques. Vous êtes haut commissaire au plan, mais vous êtes aussi un responsable politique depuis longtemps et un responsable important de l'actuelle majorité. Je souhaiterais donc vous interroger sur ce que j'appellerais le prérequis politique à l'existence même du modèle social dont vous avez parlé tout à l'heure. Je veux dire qu'un modèle aussi ambitieux, aussi étendu dans ses champs d'intervention, aussi total en quelque sorte, comme vous l'avez dit tout à l'heure, aussi coûteux aussi, on peut le rappeler, eh bien un tel modèle social réclame, pour être accepté et soutenable, une société unie, prête aux efforts que demande cette solidarité, une société qui croit au bien fondé de cette solidarité et qui constate factuellement que l'exercice de cette solidarité est juste et équitablement distribué. En somme, une société qui a confiance. Or, et c'est là que ce que j'appelle le prérequis politique à l'existence du modèle social intervient, nous ne sommes plus dans la société de confiance dont parlait Alain Peyrefitte dans son beau livre de 1995 et qui en faisait, je le rappelle, la condition sine qua non. La confiance a été la condition sine qua non au développement harmonieux des sociétés. Nous avons basculé dans une société qu'on peut appeler de défiance, pour faire cette fois référence aux travaux de Yann Algan, des économistes Algan et Cahuc, dont le petit livre paru en 2017 était sous-titré, je le rappelle aussi, Comment le modèle social français s'autodétruit. Cela veut dire que la crise du modèle social français est une crise en fait politique, parce que c'est une crise de la société et de la confiance. C'est peu dire aussi, je vais vite, que le pays va mal. C'est pas nouveau, sans doute, mais le malaise semble grandir à vue d'œil. Je vous abreuve pas de chiffres, mais j'en cite 4, tirés de l'enquête Fracture française d'Ipsos, parue en octobre dernier. 45% des Français se sentent appartenir à une France en colère et contestataire, plus 9% en un an. 82% des Français ont le sentiment d'une France en déclin, plus 7% en un an. Et 91% des Français ont le sentiment de vivre dans une société plus violente, plus 2 points cette fois, mais 88% des Français pensent que la société est de plus en plus violente. Je ne m'attarderai évidemment pas sur la description de ce malaise français, on pourra en parler tout à l'heure, et c'était quelque chose d'assez documenté. Mais face à lui, on voit un modèle politique, et j'entends par modèle institutions, hommes et pratiques, vous avez évoqué certains aspects tout à l'heure, on voit un modèle politique qui semble incapable de répondre depuis plusieurs décennies, frappé de ce qui me semble pouvoir être appelé une magistrale impuissance. Convenez qu'entre la comédie amère de la loi immigration et de la censure du Conseil constitutionnel, aussi opportune pour le gouvernement, et la crise agricole dont on sait, vous l'avez dit, que l'essentiel du problème se joue à Bruxelles, convenez que les Français sont fondés à se demander ce que peut réellement faire le gouvernement et l'exécutif français, celui-ci ou un autre. Je vais vous interroger, François Bayrou, dans 2 minutes sur les causes de cette impuissance. En admettez-vous le constat d'abord, et le cas échéant, comment l'expliquez-vous et comment y remédier? Mais je voudrais faire 3 remarques, 2 minutes vraiment, qui m'amèneront à 3 questions subsidiaires, ce qui permettra de nourrir un peu notre échange. Je crois d'abord, donc je suis vraiment sur cette idée du modèle politique. Je crois d'abord que, pour ma part, et je pense que c'est quelque chose que vous partagerez, que la logique de la Ve République, l'hyperconcentration du pouvoir, qui a peut-être rendu des services par le passé à notre pays, est aujourd'hui devenue un poison. C'est l'absolutisme inefficace dont parlait le grand Jean-François Revel jadis, qui ne critiquait pas d'ailleurs avec cette formule, pas seulement l'hyperbureaucratisation de notre pays, la dépense publique, etc. Il critiquait aussi une certaine conception du pouvoir ultra centralisée et d'une logique institutionnelle pyramidale extrêmement forte. Êtes-vous d'accord avec ce premier point ? Deuxième point qui le suit naturellement, il me semble qu'un grand mouvement non seulement de décentralisation, mais en fait de dévolution de liberté et de compétences aux acteurs de terrain, vous en avez dit un mot tout à l'heure, communes, associations, entreprises, familles, syndicats, etc., serait indispensable pour concentrer et renforcer l'État sur ses compétences indiscutables, parce que évidemment l'État doit demeurer, mais devrait, à mon avis, concentrer son action sur ses compétences propres, et également faire vivre et renforcer ce mouvement de dévolution. L'espace local qui est, je le rappelle aussi, dans le cas de la crise démocratique dont on parle, le dernier espace de confiance politique dans notre pays. Pourquoi ne regarde-t-on pas du côté du Royaume-Uni et du programme dit Levelling Up, qui est actuellement conduit par le gouvernement Tory, mais dont le Labour a déjà dit qu'il le maintiendrait s'il remportait les prochaines élections. Et enfin, il ne fait pas de doute que la question de la souveraineté
sera au cœur des élections européennes de juin prochain. Elle est en effet centrale dans notre pays. L'article 3, je le rappelle, de la Constitution proclame que la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Les deux exemples dont j'ai parlé à l'instant y ont directement trait. Le rôle que vient de jouer le Conseil constitutionnel dans le destin de la loi immigration pose la question du rôle des cours souveraines, nationales mais aussi européennes, dans le processus de décision publique. Et la crise agricole pose celle de l'Union européenne et des moyens d'action réels dont dispose un État membre. Si vous voulez un troisième exemple très différent mais convergent en quelque sorte, Et très court. je vous dis... Comment ? Et très court. Oui, et très court. Je vous dirais que pas plus tard qu'hier, la CNIL a autorisé l'hébergement des données de l'assurance maladie, c'est-à-dire des données de santé de tous les Français, par Microsoft, en l'absence de prestataires français ou européens capables de le faire, ce qui interroge quand même sur notre formidable dénuement en l'espèce numérique et sur notre capacité à agir souverainement. Bref, la question de la souveraineté pose celle du pouvoir et de son exercice. Où est le pouvoir, selon vous, François Bayrou, aujourd'hui? En répondant à ces trois petites questions et à celle de l'impuissance publique, nous ferons, je crois, œuvre utile pour réformer le modèle politique français et ramener un peu de confiance des citoyens vers lui. Bon, j'avais plaidé avant pour sortir du mouvement de concentration des pouvoirs entre les mêmes mains. C'est, comme vous savez, c'est pour moi une position cardinale de toute ma vie politique. Alors, où est la souveraineté ? La souveraineté est dans le peuple citoyen. Elle n'est pas là ou entre leurs mains parce que la Constitution le dit. Elle est entre leurs mains parce que sans adhésion populaire, il n'y a aucune politique possible. On croit qu'il y a, il n'y a pas. J'ai souvent expliqué ça. Clémenceau pouvait envoyer la troupe. Elle tirait. Alors il y avait un article dans le journal pour ceux qui lisaient le journal. Mais tout ça est complètement fini. Si vous avez une manifestation avec une jeune fille de 15 ans qui a l'arcade sourcilière ouverte et le visage plein de sang devant les caméras, le gouvernement ne peut pas continuer. Et on n'a pas trouvé la clé à tout ça. Je l'ai plaidé tout à l'heure en parlant de la réforme des retraites. Je suis persuadé qu'on aurait pu avoir un vrai débat civique informé. Si j'avais été le gouvernement, comme on dit au Café du Commerce, j'aurais envoyé à tous les Français, chez eux, les chiffres de ce que leurs enfants et ceux qui ne sont pas encore nés allaient devoir payer tout au long de leur vie. Et je suis persuadé qu'au moins, on aurait traité vraiment du sujet. Et que c'était un sujet, là précisément, qui s'y prêtait admirablement, parce que ça heurte tellement le sens inné de la responsabilité des parents sur les enfants, que je suis persuadé qu'on aurait pu, en tout cas, nourrir le débat. L'idée qu'on décide en haut, qu'il y a quelqu'un qui décide. Antoine Bueno, tout à l'heure, reprenait une formule que j'ai entendue dans la bouche d'élus aujourd'hui disparus. Il disait, je vais vous dire la différence, disait-il, ceux à qui je pense, entre la démocratie et la République. La démocratie, il se trompe sur la République, mais enfin, la démocratie conçue comme elle est chez nous, là, le fonctionnement des institutions, c'est je vote pour toi, je te hisse sur le pavois, j'applaudis et je te fête, et puis je te regarde et je dis maintenant occupe-toi de tout. Et ceci est un mal français, spécifiquement, plus français que d'autres. C'est parce que nous nous sommes habitués à une, je ne sais pas comment on peut dire, rétention du pouvoir. Et ça arrange tout le monde, comme vous l'avez dit. Qui est nous dans votre phrase? Nous sommes habitués. Qui est nous? Les Français.
L'ensemble des Français. La population. Ben, c'est comme ça que ça marche. Vous êtes convaincu que les Français ne sont pas prêts à prendre un certain nombre de choses en main. Quand un tiers des Français adultes sont actifs dans une association, par exemple, ça veut bien dire qu'il y a du don, il y a de l'attention. J'espère, mais excusez-moi, parce que je vais mettre en cause votre présentation dans une minute. Vous dites qu'il faut un grand mouvement de décentralisation. Mais la décentralisation, c'est un bazar, pour ne pas employer un autre mot. Vous avez, si vous n'êtes pas capable de simplifier la vie politique locale, ben, la décentralisation est un leurre. Vous avez des régions, par exemple, dont personne ne connaît les élus. Un peu quand même. Pas du tout. Il y a des présidentes et des présidents de région qui Oui, sont vous avez connus, un président. Au-delà de leur propre région. Un président. Vous ne connaissez absolument pas un conseiller régional. Vous n'êtes pas capable de m'en citer 5. Vous, qui êtes un observateur. Avec un petit effort, je pense. Non, vous n'y arriveriez pas. Et on ferait dans la salle, en dehors du nom du président, on ferait un sondage. Personne n'en connaît un seul. Même moi, dans mon département, il y en a 17. Si j'en connais 4 ou 5, c'est déjà pas si mal, et parce qu'ils ont été mis sur les listes. Des modems. Pas seulement, je connais un ou deux autres, mais parce que j'ai une opposition dans ma ville aussi, de moins en moins opposante, de plus en plus coopérative. Mais et les régions, elles disent, on finance. Tu parles, on finance. C'est l'argent de l'Union européenne qui est redistribué par les régions, et les présidents de région mettent ici la région finance. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de discussion sur la fiscalité régionale et l'utilisation de... Bon, alors il y en a de sympathiques, sans doute, je ne généralise pas, mais c'est une institution qui n'existe pas. Pardon de faire référence à un temps précédent. Les conseils généraux, ça existait. Parce qu'il y avait des conseillers généraux par canton. Alors c'est un temps un peu archaïque. Et on connaissait le président du conseil général. Aujourd'hui, on connaît le maire, grâce à Dieu. Et on connaît le président de l'intercommunalité, quand il y a des intercommunalités. Et c'est quelquefois le même. En tout cas... Dans les communautés bien inspirées, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, bon, et on ne connaît rien au-delà de tout ça. Donc, votre vaste mouvement de décentralisation, encore faut-il dire vers qui? Je l'ai dit, pas seulement les institutions. C'est une dévolution de liberté. C'est le modèle anglais. Oui, la société anglaise, permettez-moi de ne pas adhérer complètement. C'est une société de caste, la société britannique. C'est une société dans laquelle l'origine sociale joue tout au long de la vie un rôle absolument considérable. Et le modèle français a au moins cet avantage-là, qu'on peut rêver, espérer, penser, croire. Que la naissance ne fait pas tout. Et donc, j'aime beaucoup je suis très, très anglophile. Donc, on ne peut pas aimer le rugby sans être anglophile. Et donc, la question de la dévolution de responsabilité au plus près du terrain, à toutes les communautés, familles, entreprises, c'est une pensée... Vous imaginez qui m'est familière, et aux collectivités locales, elle suppose un effort de simplification et d'identification de ceux qui prennent les décisions. Aujourd'hui, dans la vie locale, qui prend les décisions? Je suis maire et président d'agglomération d'une communauté de 165 000 personnes. Ce n'est pas énorme, mais c'est un petit quelque chose. Surtout dans un département qui en fait 600 000.
c'est une des communautés les plus importantes de la Nouvelle-Aquitaine, des 2 ou 3 les plus importantes en dehors de Bordeaux. Je n'ai jamais eu une réunion avec le président de la région, qui est sympathique, que je connais bien, Alain Rousset, jamais eu une réunion stratégique. Qu'est-ce qu'on fait pour la région? Qu'est-ce qu'on fait pour l'électronique, l'aéronautique, l'hydrogène? Qu'est-ce qu'on fait? Jamais une réunion. Et aucun de mes collègues maires et présidents d'agglomération n'a eu la moindre réunion. L'autre jour, je parlais avec un élu normand très important, dont je croyais qu'il était, dont je savais qu'il était membre du même parti politique que le président de la région, Hervé Morin, que je connais bien parce qu'il a été pendant longtemps. Eh bien, le président de ce département, membre du même parti politique, me dit jamais je ne suis consulté par le président de la région pour ce qu'on doit faire dans mon département. On a construit comme ça des isolats, fermés sur eux-mêmes, et les présidents et responsables de la vie publique locale ont tous l'impression qu'ils sont rois dans leur royaume, moi aussi. Hein. En plus, c'est une ville royale, donc. Mais tous et chacun pour soi. Tant qu'on ne remet pas en question, de manière explicable à tout le monde, cette insularisation croissante de collectivités dont personne ne connaît les élus et le mode de fonctionnement. Il n'y a que la mairie dont on connaisse. La mairie, on sait très bien. Il y a des maires et des conseillers municipaux. Et il y a une vie publique locale. Le reste est aujourd'hui, les conseils départementaux aujourd'hui, c'est très difficile à expliquer. Quelles sont les compétences entre une intercommunalité de taille et un conseil départemental? Comment on répartit les compétences entre les deux? Et la région, n'en parlons pas. Surtout des régions comme la mienne. Il faut 7 heures pour aller d'un bout à l'autre de la région. Et on croit que c'est une région. Et c'est pareil pour le Grand Est, et c'est pareil pour Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont des constructions artificielles qui ont été décidées. Là, il y a un responsable, c'est François Hollande, qui a décidé ça sans consulter ni un géographe, ni un historien, ni un sociologue. Il a consulté une seule chose, la calculatrice électorale. Eh bien, ceci a donné des régions qui n'ont pas d'identité. Et une entité sans identité ne peut pas avoir de projet. Alors, il y a une mission en cours qui a été confiée à Éric Woerth. On verra quelles sont ses conclusions dans les prochaines semaines. Laurent Capelletti, je vous laisse réagir très brièvement et après, je voudrais quand même qu'on prenne quelques questions de la salle. Il nous reste peu de temps. Merci. Voilà, très brièvement. Donc, c'est pour souligner, on m'avait dit que j'avais le droit de le faire. Hein. Donc, 2 points que vous avez soulevés sur 2 principes dans lesquels mes travaux, en fait, nos travaux vous rejoignent. C'est sur le fait, donc, pour nourrir la décision politique pertinente, mais également d'ailleurs entrepreneuriale, c'est la négociation, la contractualisation, mais de façon systémique et holistique. Ça veut dire que le capitaliste, dont on a montré qu'il avait un rôle très important pour nourrir le social, qui ne tient pas compte du social et de l'environnemental, il n'a rien compris. Il doit négocier, effectivement, des objectifs économiques qui tiennent compte de l'environnement et du social. Mais de la même façon, l'écologiste qui ne tient pas compte des contraintes sociales et économiques, de la même façon, il n'a rien compris. Parce qu'il aura bien évidemment en face de lui des révoltes sociales et des crises économiques. Et il y a un élément, et j'en terminerai là-dessus, que vous avez donné pour bien négocier, bien contractualiser, que je retrouve aussi et que je développe dans mes recherches en comptabilité, figurez-vous, qui est l'ordre de grandeur, la réhabilitation de l'ordre de grandeur. Parce qu'on ne peut pas négocier l'exactitude et l'exhaustivité. Donc il faut
effectivement se mettre d'accord sur des ordres de grandeur économiques, sociaux, environnementaux, sur lesquels effectivement on a du grain à moudre pour négocier et trouver des équilibres. Merci Laurent Capitelletti. Je me tourne vers Dominique qui a les questions de la salle. Vous allez avoir le micro. Merci beaucoup. Donc on a eu beaucoup de questions. Je vais essayer de les synthétiser en une seule. Quelque part, le fil directeur, le fil conducteur de ces différentes questions, c'est comment parvenir à penser contre soi-même à travers les différents changements qui sont face à nous. Premièrement, éducatif, comment est-ce qu'on parvient à apprendre tout au long de la vie, à faire apprendre tout au long de la vie aux différentes personnes, aux différents acteurs, avec les différentes mutations qui sont face à elles. Deuxièmement, comment est-ce qu'on parvient à penser d'un point de vue organisationnel contre lui-même? Comment est-ce qu'on parvient à faire un changement réellement endogène à tous nos systèmes qui aujourd'hui semblent obsolètes? Et enfin, d'un point de vue générationnel, comment est-ce qu'on arrive à penser contre nous-mêmes en se disant que nous ne vivons pas pour notre propre génération, mais pour la survie notamment environnementale de celles qui viennent avant nous? Donc comment fait-on dans ce monde profondément individualiste, comme vous l'avez dit Monsieur Bueno, pour penser contre nous-mêmes, pour préparer au mieux l'avenir? Alors, Un ensemble de questions. Pardon, monsieur, vous aviez une question comme ça, on les regroupe et vous pouvez y répondre ensemble. Merci. Christophe Dubois-Damien, président du comité économie d'ingénieurs et scientifiques de France, entre autres activités. Monsieur Bayrou, deux questions. La première, vous nous dites à juste titre que la France est très bonne élève dans le domaine de l'écologie, pour faire simple, et que on est face à une dimension internationale, certes. Mais je n'ai pas très bien compris. Toujours les ordres de grandeur. Non, mais j'ai très bien, merci beaucoup. Mais la réalité, c'est que des COP internationales existent. Alors, est-ce que c'est pas tout simplement parce que quand le Premier ministre indien dit « je continuerai avec des centrales à charbon », bah, on n'y arrive pas. Et l'Afrique, pareil. Première question, c'est parce qu'on n'y arrive pas, parce que la France n'y arrive pas, parce que l'Europe n'y arrive pas à faire fléchir. La deuxième question, que je n'ai pas compris non plus, c'est que vous nous avez dit, vous avez parlé de forage, vous avez parlé d'une énergie gratuite, etc. Vous pensez à l'énergie de la Terre? Vous pensez à l'hydrogène? Vous pensez à quoi? Je pense à l'hydrogène, c'est peut-être possible, mais ce n'est pas pour tout de suite. La géothermie, c'est-à-dire la température du sous-sol, que l'on peut capter par des pompes à chaleur et qui est réversible. On peut s'en servir l'hiver pour chauffer et l'été pour rafraîchir. Cette énergie est immédiatement disponible dans les couches les plus supérieures, les plus proches de la surface, même dans les 10 premiers mètres, et aller jusqu'à 150 mètres, ce qui est les forages. Je visitais hier un forage, un chantier de forage. Le chantier, les 150 mètres du forage sont faits en 24 heures. Donc c'est immédiatement disponible. Cette énergie-là, gratuite et éternelle, qui est l'énergie de la planète, elle est immédiatement disponible. Et quant au changement qu'on peut espérer obtenir dans un débat géopolitique qui concerne l'ensemble de nos pays, ça ne peut se faire que s'il y a des entités puissantes. L'Europe pourrait en être une, en sera une, j'espère, à commencer à en être une, des entités puissantes qui peuvent parler d'égal à égal ou presque d'égal à égal avec la Chine, avec les États-Unis, avec les très grands intervenants, avec le Brésil, avec les grands intervenants de la politique sur la planète. Et donc c'est important. Je voudrais essayer de vous répondre. Parce Comment que, penser contre nous-mêmes? Oui, alors moi je vais aller encore un peu plus loin. Penser contre soi-même, c'est une nécessité et ça s'apprend. Mais en fait, quand je réfléchis dans ma vie politique, j'avais 20 ans, je pensais les mêmes choses qu'aujourd'hui à peu près. Je me suis engagé dans le parti politique qui représentait le centre à l'époque, j'avais 20 ans. Et c'était ma maison. J'étais à l'aise dans cette pensée. J'ai changé sur 2 points. Un, quand j'étais jeune, j'étais autogestionnaire.
Et maintenant, je pense qu'il faut des leaders, que la démocratie consiste en particulier à dégager des leaders. Parce que si ce n'est pas incarné, ça n'existe pas. La démocratie participative, si on la pratique, on voit que c'est très compliqué et très difficile de dégager des... Vous avez parlé des conventions. Il y a un problème sur les conventions. Moi, je ne sais pas qui les forme. Je ne sais pas qui sont les gens qui décident prétendument à ma place. Or, la démocratie, ça consiste à ce que tout le monde ait la responsabilité de décider. Et le deuxième point sur lequel j'ai bougé, je suis arrivé à quelque chose qui, franchement, pour moi, est mieux que ce que je pensais. Je pensais, comme tout le monde, que la démocratie, ça consistait à faire triompher ses idées sur celles des autres. Et j'ai compris aujourd'hui que la vraie démocratie, ça consiste à organiser le débat pour que chacun y trouve sa place, que mes idées y trouvent leur place, mais que les autres aussi y trouvent leur place. Et c'est ce à quoi la France a été rebelle pendant si longtemps, c'est l'organisation du pluralisme. Nous étions un pays de bipolarisation. Et il n'y a rien de plus stupide que la bipolarisation. Nous avons perdu des décennies parce que ce qui arrivait détruisait ce qu'avaient fait ceux qui partaient. Or, je suis un homme du centre, mais je pense qu'il faut des gens de droite, il faut des gens de gauche, et que c'est assez facile, une fois qu'on accepte que l'autre soit différent de vous, c'est assez facile de discuter avec lui et d'essayer de trouver des terrains d'entente. Mais pour ça, il faut des organisations. Ça ne vous étonnera pas qu'en disant ça, je défende une loi électorale juste, proportionnelle, qui fasse que chaque sensibilité ait la certitude d'être représentée. Et donc, comment apprendre à penser contre soi-même? En discutant avec des gens qui ne sont pas de votre avis. En acceptant que le débat, ce qui est absolument le contraire à l'Assemblée nationale aujourd'hui, que le débat permette, mais qui existe au Parlement européen par exemple, que le débat permette que la vision des uns se confronte et passe de manière hostile à la vision des autres. Les attentes, par exemple, la droite c'était l'identité, la gauche c'était le social. Il se trouve qu'on a besoin des deux. On ne peut pas se passer d'identité et on ne peut pas négliger l'aspiration sociale. Et ça ne peut pas se faire dans une confrontation face à face bipolarisée. On a besoin que des sensibilités nouvelles puissent s'exprimer, puissent apparaître. Et cette organisation du pluralisme est terriblement déficiente en France. Et on a beaucoup de mal à faire entendre cela. On est le seul pays en Europe, le seul, qui ne sait pas organiser ça. Avec la Grande-Bretagne un peu. Ce sera peut-être un chantier, un débat pour de prochaines échéances électorales. Merci beaucoup François Bayrou. Nous sommes arrivés au terme de cette table ronde. Merci Laurent Capelletti, Antoine Bueno et Jean-Thomas Le Sueur d'être venus ici pour exposer vos idées, défendre vos arguments. Je souhaite à toutes et tous un excellent appétit ici au Sablon. À très bientôt.